Le départ en 1814 est le résultat d'un compromis qui vaut ce qu'il vaut. Nous ne pouvions pas intégrer décemment la Révolution au regard de l'éditeur et du nombre de contributeurs. Le livre est déjà très important. Donc le compromis consistait à démarrer en 1814, mais néanmoins à bien souligner l'ombre portée de la Révolution qui éclaire bien des mouvements qui se déroulent. Alors jusqu'à nos jours, là, pour nous, ça allait de soi, puisqu'il s'agissait de nous interroger aussi sur est-ce que les mouvements sociaux sont un phénomène d'un moment historique. Est-ce que la notion de mouvement social vaut toujours aujourd'hui? Et puis, évidemment, c'était aussi une manière d'interroger la réalité de mouvements sociaux pour la première période. D'une certaine manière, c'est la contemporanéité des mouvements sociaux, de ce qu'on appelle aujourd'hui les mouvements sociaux. Il faut se demander depuis quand ce terme s'est imposé, ça fait partie du travail. C'est un petit peu cette contemporanéité qui a non pas incité à l'ouvrage, peut-être aurions-nous eu l'idée de cette idée, ou peut-être la revue de mouvement social aurait eu l'idée de ce projet indépendamment du contemporain, mais je crois que si nous n'étions pas confrontés aujourd'hui à cette foultitude de mouvements sociaux dans leur diversité, c'est certainement pas ce titre-là qui aurait prévalu. Donc, toute histoire est histoire du contemporain. Je crois que le contemporain a injecté dans le débat la notion de mouvements sociaux et nous a amené à réinterroger cette longue durée dont Michel a expliqué pourquoi, bien évidemment, elle induisait la Révolution française, mais pourquoi nous n'avons pas pu la traiter, pourquoi le compromis de 1814, au prisme de ce qui s'appelle aujourd'hui mouvements sociaux. L'étude qui a été menée sur l'origine, la généalogie de l'expression mouvement social nous a conforté dans le fait qu'on était bien tombé finalement, puisque sa première occurrence, c'est 1823. Et d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant, mais on y reviendra peut-être, sur ce que signifie alors mouvement social. C'est une approche qui est plus à la fois descriptive en vue de comprendre une société dont maintenant, depuis la Révolution française, on a compris qu'elle bougeait, qu'elle n'était plus immobile. Mouvement, c'est au sens de mobilité, comme on parle de mouvement économique, comme on parle... voilà. Alors, en ce qui concerne les 4 grandes séquences, les critères qui ont guidé leur repérage, je dirais, c'est à la fois comment se pose la question sociale à différents moments et quel rapport les mouvements que suscite cette question sociale entretiennent avec le politique. Alors, en gros, mais Daniel peut-être peut embrayer, on a une première période assez longue, qui va de 1814 aux années 1880, qui est le moment où à la fois tente de se construire un espace public où les intérêts divergents trouveraient à s'exprimer, c'est d'une certaine façon la construction du social, et d'autre part, c'est l'expérimentation, pour parler comme les sociologues, de répertoires d'action, et où l'ancien se mêle, s'hybride plus ou moins avec le nouveau. Et puis, la deuxième période, les années 1880-1930, ça correspond là, cette fois, au temps d'une démocratie libérale avec la République qui s'installe. Comment cette République gère-t-elle et que suscite-t-elle comme mouvements sociaux, mais c'est aussi le moment où la seconde industrialisation, avec
bon, l'industrialisation, les catégories sociales qui l'accompagnent et les transformations qui accompagnent le salariat de ce fait réagissent et agissent sur les mouvements sociaux. Troisième partie, c'est à l'heure de l'État social, hein. Donc le processus de construction de l'État social et puis l'apogée de l'État social, avec évidemment dans cette période-là une centralité de ce qui ne s'appelle plus, ou de ce qui ne s'appelle pas le mouvement social, mais le mouvement ouvrier, ce qui ne signifie pas que durant cette période d'apogée de l'État social, nous ayons privilégié de manière exclusive les organisations ouvrières et le mouvement ouvrier, mais il y avait bien évidemment une centralité qui n'était pas vraie au même titre dans les deux périodes précédentes. Et la quatrième partie, mais je vais revenir sur la césure, la quatrième partie, c'est le temps de la désaffiliation. Enfin, nous sommes dans une relecture de Castel, je dirais, au prisme de la question qui nous intéresse ici. Qu'est-ce que la désaffiliation produit en termes de mouvements sociaux, avec deux questions. Enfin, d'abord, la césure entre les deux, la troisième et la quatrième partie n'était pas simple. On aurait pu penser au tout début des années 70, on aurait pu penser à 73, on pouvait penser à 84. Il n'y a pas de rupture nette et finalement nous sommes rapprochés des années 80, du début des années 90. Enfin, c'est entre 84 et 90, mais on voit bien qu'on est bien dans un processus de détricotage de l'État social qui ne se produit pas en un an, et en un temps, pardon, et qui fait que la coupure était moins évidente que pour d'autres périodes. Oui, ce que je voulais dire par rapport à ce que disait Michel, finalement, ce qui structure l'ouvrage et ce qui structure ces 4 temps, c'est le rapport aux politiques. Cet ouvrage n'est pas une histoire des exclus. Ça n'est pas une histoire des marges. C'est précisément, ce qui structure l'ouvrage, c'est la volonté de voir en quoi ces mouvements sociaux, dans leur très grande diversité, diversité des acteurs, diversité des formes, diversité des objets, occupent une centralité dans le politique et comment, à l'échelle de 2 siècles, ils ont agi de façon souvent extrêmement centrale sur la structuration du politique et de l'État social, avec évidemment la question pour le très contemporain d'un mouvement social qui reste acteur, point d'interrogation, ou qui subit, ou qui subirait, et nous montrons que c'est pas si simple que ça, en tout cas c'est pas aussi déterminé que ça, qui subirait simplement les effets de la désaffiliation. On est parti d'une définition très large des mouvements sociaux, c'est-à-dire toute forme de mobilisation d'acteurs qui contestent une hiérarchie, un ordre social, et qui, ce faisant, construisent des identités. Et ça couvrait des formes, des acteurs, des terrains extrêmement divers. La ville, la xénophobie, les minorités sexuelles, les luttes paysannes, j'en passe. Alors, ensuite, donc, on a construit ça, on a regardé quels étaient les auteurs qui pouvaient y contribuer. Évidemment, on savait ce que les sociologues avaient écrit là-dessus. D'ailleurs, certains de ceux qui ont écrit là-dessus sont parmi les contributeurs. Mais quand on regarde, on voit que les usages que les auteurs font des approches des sociologues sont très variés. Ça va depuis, je dirais, une appropriation très large, Furex par exemple, ou Bourguina, jusqu'à une approche très critique, pour pas dire un rejet, avec Rougerie sur la Commune de Paris. Là, c'est explicite. Et puis, il y a les autres qui en prennent, qui en laissent, à la manière des historiens. C'est-à-dire qu'effectivement, parfois, c'est le vocable qui plaît. D'autres fois, c'est un emprunt plus théorisé, mais on en prend et on en laisse. Et par exemple, si on prend la contribution de Claire Andrieux sur la résistance comme mouvement social, on voit bien ce qui,
du point de vue de l'objet qu'elle étudie, tient dans ce que les sociologues disent des mouvements sociaux et ne tient pas. On a eu un séminaire il y a quelque temps avec des collègues sociologues qui évidemment s'interrogeaient centralement sur la relation que nous entretenions avec leurs apports ou les apports de la sociologie politique en matière de mouvements sociaux. Et le collègue disait, finalement, quand on vous lit, il y a quand même un fil directeur, c'est Tillier le répertoire d'action. Alors, je pense que si on cherche, enfin, si on fait un index, c'est sans doute vrai. En index, oui. Il est très vraisemblable qu'en termes d'index, Tillier apparaît, circule de bout en bout de l'ouvrage. Et moi, je disais aux collègues, j'y avais pas pensé. C'est sans doute vrai, mais je lui disais faites attention parce que d'une certaine manière, maintenant quand on parle, on peut plus tellement faire l'économie de Tilly. Donc Tilly est là. Je ne suis pas sûr que, en tout cas je parlais pour moi, mais je parle aussi pour la relecture, je ne suis pas sûr que ceux des collègues historiens qui éprouvent le besoin d'utiliser la notion de répertoire et de citer Tilly aient véritablement une appropriation de Tilly au sens du système mis en place par Tilly. Nous ne sommes pas partis d'une définition pas trop précise. Michel a rappelé de quelle définition nous sommes partis, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement vague qui laissait la place, je dirais, à tout ce qui bouge, en vue de changer le monde ou de changer tout simplement le présent des acteurs. Et à partir de là, il est bien évident que nous avons été amenés à prendre en charge toute une série de mouvements qui ne portent pas le même nom, que les acteurs n'ont jamais qualifié de la sorte, qui n'ont pas la même centralité au regard des transformations des régimes. Donc ça valait la peine, quand nous avons demandé à Rougerie de traiter la Commune de Paris, il nous a bien évidemment dit « je ne vous le fais pas parce que la Commune n'est pas un mouvement social ». Et on lui a dit « c'est ça qui nous intéresse ». Tu nous expliques, et donc il nous a pris au mot, il nous a expliqué pourquoi ça n'avait pas de signification du point de vue de l'étude de son objet. Mais bien évidemment, si on prend la définition large que rappelait Michel, la commune est là. Nous n'avons pas pu être exhaustifs. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire qu'être exhaustif ? Effectivement, il n'y a pas la révolution de 1830, mais par contre, il y a 48. On a affaire à un ouvrage qui est un ouvrage qui n'est pas une synthèse, mais qui est un ouvrage qui a vocation d'offrir au public cultivé, comme on dit, une entrée dans toute une série de travaux relativement récents qui renouvellent l'étude d'une série de mouvements. Donc c'est vrai qu'on a été amené à privilégier certains mouvements ou certains événements ou certaines entrées sur lesquels il y avait eu des travaux qui nous paraissaient mériter d'être mis sur le devant de la scène parce que encore trop peu connus et que on ne pouvait pas faire l'économie de la commune de toute façon. Ceci étant, sur la commune, de mémoire, Jacques Rougerie dit probablement. Mais après, évidemment, il dit ce mouvement n'est pas le mouvement modélisé par les sociologues. Voilà. La notion de mouvement ne fait pas de problème. Nous savons à peu près ce qui a fait mouvement, c'est-à-dire ce qui a fait histoire. C'est un petit peu ça qu'on cherchait. Une première réponse là-dessus, un peu sur la fabrique de l'ouvrage. Au départ, il y a un double projet. Il y a un projet France métropolitaine et il y a un projet Empire. Le projet Empire viendra, mais n'a pas abouti pour le moment, et du coup, nous nous sommes retrouvés métropole. Ça, c'est une explication. Elle ne suffit pas, étant entendu qu'il était clair pour nous que l'Empire serait quand même présent, ne serait-ce qu'à travers les populations de l'Empire, et qui font mouvement, ou pas, dans la métropole. Mais ça, c'est important. Mais il y a 3 rubriques. Il y a, pour chaque période, il y a une rubrique influence et repères, et là, entrent en ligne de compte les circulations, pour autant qu'on peut les saisir,
mais le cas du chartisme ou du ludisme nous a paru important, mais pour d'autres périodes, ça va être le modèle soviétique, ou ailleurs, ce sera le pilarisme belge. Bon, donc, il était clair que la France n'était pas bétonnée et complètement isolée, qu'il y avait des expériences ailleurs, qu'il y avait des choses qui influençaient, y compris des organisations. L'Association internationale des travailleurs, de ce côté-là, elle est pleinement là-dedans. La deuxième rubrique, c'est les temps forts. C'est peut-être a priori le plus classique. On attend ces événements, hein, donc sur des temps courts. Et puis il y a une troisième rubrique qui est émergence. C'est-à-dire que pour la période considérée, on essaie de repérer ce qui naît et ce qui va se développer ou pas dans la période suivante. Donc voilà, hein, le schéma. Mais sinon, il est clair que le terrain était le terrain métropolitain, mais que ce terrain métropolitain était évidemment ouvert aux expériences, aux circulations et aux influences du reste du monde. Là, c'est une partie qui finalement s'est révélée plus complexe qu'on ne croyait. L'idée, c'était ça, effectivement. C'était, si on prend la logique du répertoire d'Action de Tilly, quand est-ce que le répertoire s'enrichit ou se transforme. Il y avait un certain nombre d'évidences. Enfin, nous croyons qu'il y avait un certain nombre d'évidences. Des années 68, les jeunes, les femmes, voilà. Et puis, quand on s'est adressé... Et donc, on avait égrené, en quelque sorte, c'est un certain nombre de contributions à partir des moments où il nous paraissait évident, sans avoir fait le travail de façon approfondie, que c'était le moment où une forme d'action ou un acteur émergeait. Et puis, dès qu'on s'est adressé à nos auteurs, ils nous ont dit, oui, mais... Pourquoi vous me mettez dans la troisième partie alors que dès le début du 19e siècle, ou pourquoi vous me mettez au 19e siècle alors qu'il y en a encore? Et on s'est aperçu qu'on vivait sur des effets de loupe pour un certain nombre de mouvements ou de pratiques d'action. Bon, il y en a qui sont évidentes. Je veux dire, le ludisme, même si on a des résurgences très contemporaines, au total, on savait à peu près de quel moment on parlait. Et finalement, on a dit aux auteurs... voilà pourquoi nous, on vous met là. Mais il n'est pas sûr que nous ayons totalement raison. Donc vous construisez votre chronologie. On vous mettra quand même là, parce que voilà notre logique d'ensemble. Mais vous êtes libre de construire votre chronologie, c'est-à-dire de remonter en amont en expliquant pourquoi il y a souvent l'illusion du nouveau, et de prolonger. Et donc la partie émergence pourrait sans doute être reconstruite totalement autrement, me semble-t-il, dans un ouvrage qui recomposerait les parties. Parce que je crois que la plupart des auteurs nous mettent en garde contre ce qui est souvent un risque d'une sociologie politique un peu trop rapide. Hein. Parfois, je crois que c'est pas vrai des travaux les plus récents, mais ça a été le cas il y a une dizaine d'années, ou plus encore de la presse, qui est d'imaginer que d'un seul coup quelque chose de neuf apparaît. Ce qui nous a intéressé, c'était les mobilisations. Et au fond, que ces mobilisations aient un sens, certainement, d'ailleurs parfois plus compliqué que les acteurs ne le pensent, mais ces sens pouvaient être dans le sens du progrès ou dans le sens d'un retour, ou en tout cas d'une résistance à ce qui apparaît comme le progrès. Ça, c'est clair. Il y a une question intéressante qu'on ne traite pas dans l'ouvrage, d'ailleurs, parce que ce n'est pas notre propos, mais ça serait très intéressant de comprendre pourquoi la gauche, dans sa diversité, sa complexité, pourquoi la gauche a finalement réussi à créer son image des mouvements sociaux, quel que soit le nom qu'elle leur donne. Pourquoi est-ce que quand on dans ce pays, quand on dit mouvement social, on pense quand même d'abord et immédiatement gauche, et on est tout à fait surpris quand il y a une manifestation contre le mariage gay. Donc pourquoi est-ce que la gauche a su construire sa geste? Et sa geste, elle est indissociable d'un certain nombre de ces temps forts que rappelait Michel, et au point qu'on est effectivement très étonné quand on voit que les droites
C'est quelquefois plus mou d'ailleurs que les droites, certains des mouvements qu'on évoque. Enfin, pourquoi il y a l'ensemble des acteurs sociaux et politiques sont susceptibles de se mettre en mouvement sans que, à droite, là encore dans la diversité de droite, il y ait eu une appropriation et une transmission du rapport au mouvement. Peut-être parce que, comme le rappelait Michel, effectivement, on n'est pas dans une logique progressiste, mais dans une autre logique. Ce qui se met derrière ce titre, alors, la première occurrence, sinon la première expression, la première occurrence, quand on regarde les catalogues des bibliothèques, c'est 1823. Alors, c'est un auteur qui est un peu à la croisée, pas un auteur qui est prolifique, mais qui est un peu à la croisée des deux acceptions du mouvement social, c'est-à-dire à la fois l'observation pour comprendre. Il fait notamment, et l'ouvrage en question, Théorie du mouvement social, reprend des conférences qu'il a fait devant des associations catholiques, parmi les plus sensibles à une société qui bouge et dont elles ont du mal à saisir pourquoi et quels sont les ferments de cette mobilité. Et puis en même temps, il est un peu fourriériste, Benjamin Mazel. Donc, il y a l'idée de comprendre pour agir. Mais dès 1848, il est clair qu'il y a déjà une notion de mouvement social comme mouvement de transformation de la société. Et c'est clairement affirmé, par exemple, par Michelet, hein, qui, en janvier 1948, dit sa foi dans un prochain mouvement social, par parenthèse, c'est pas mal vu, hein, pour un historien, en janvier 1948, qui va répondre à ses espérances. Donc la chose est là, mais le double sens va continuer, au sens où à la fois il s'agit d'observer, de comprendre, et en même temps d'agir. Et ceux qui utilisent la revue, c'est une revue d'inspiration catholique sociale, c'est-à-dire du courant réformateur, à partir des positions de l'Église, et à cette époque-là, à gauche, où dans le mouvement ouvrier, ben précisément, on parle de mouvement ouvrier, on parle de mouvement socialiste, mais on ne parle pas de mouvement social. Et alors, ce qui est intéressant, bon, c'est pour faire l'ouvrage, on a été amené à retravailler sur cette généalogie, mais c'est une généalogie qui s'est totalement perdue. Comme la revue Le Mouvement Social était à l'initiative de cet ouvrage. Alors, la revue historique, là. Oui, le Mouvement Social d'ici, de Métro. Nous nous sommes évidemment dit, allons voir pourquoi cette revue, qui s'appelait d'abord Actualité de l'Histoire, avait décidé brusquement de s'appeler le Mouvement Social. Et dans un premier temps, on avait un petit peu espéré qu'on allait avoir la généalogie qui nous éviterait de faire le travail. Quand on lit l'édito du premier numéro du Mouvement Social, on lit « Nous avons décidé de », je cite de mémoire, hein, ce n'est pas une citation exacte, nous avons décidé de changer le nom de la revue. Actualité de l'Histoire donnait le sentiment que nous étions une revue d'actualité, ce qui n'est pas notre objet, nous sommes une revue d'historiens, donc nous allons nous appeler le Mouvement Social. Point. Patrick Frédenson nous avait dit au moment où on préparait le numéro 100 de la revue, enfin il nous l'avait dit après dans une discussion, qu'il avait à l'époque été discuté avec ce qu'il restait encore de fondateurs, et d'ailleurs de fondatrices plutôt, en leur demandant pourquoi le mouvement social, et que personne ne pouvait répondre à cette question. Or, quand on se met à travailler, la réponse est absolument évidente. Le mouvement social paraît aux éditions ouvrières, les éditions ouvrières qui appartiennent au courant qui sont liés à la jeunesse ouvrière chrétienne. Cette revue est publiée par une maison d'édition qui s'inscrit très exactement dans la filiation de ce que Michel rappelait il y a un instant. Il y a une continuité. La continuité a disparu de la mémoire des acteurs. Personne ne sait pourquoi d'un seul coup. À mon avis, c'est les éditions ouvrières qui ont réactivé ce nom, sans doute sans réactiver de façon consciente,
un passé qui était vieux de plus d'un siècle. Bon, et alors ensuite, ensuite on est dans une histoire en rupture, puisque la notion de mouvement social, on s'était dit 68. 68, il y a bien mouvement, mais il n'est certainement pas social, le mouvement 68. Il n'est pas social parce que les acteurs de 68, y compris ceux qui se réclament du mouvement étudiant ou du mouvement de mai, donc il y a une forte résurgence du terme de mouvement de la part d'acteurs qui ne sont pas les acteurs liés au mouvement ouvrier dans sa constitution traditionnelle. Mais certainement pas mouvement social. Pourquoi? Parce que tous les acteurs dans leurs contradictions, qu'il s'agisse des acteurs du mouvement de mai ou des acteurs de la grève générale, c'est pas les mêmes, sont persuadés que la révolution est au bout non pas du fusil, mais au bout du mouvement. Donc en 68, l'ensemble des acteurs sont dans une logique de transformation politique radicale, qu'ils croient immédiate. La notion de mouvement social, elle commence à s'imposer de façon dont il faudrait faire l'histoire. Je ne parle pas de la sociologie des mouvements sociaux, hein, je parle de l'usage par les acteurs de mouvement social. Selon moi, quelque part dans les années 95, je peux préciser dans un instant, en tout cas, il est clair qu'elle commence à s'imposer au moment où il devient difficile, voire impossible, voire politiquement non correct, de parler de mouvement ouvrier, et au moment où la perspective d'une transformation politique a disparu. Donc on est bien dans un terme des années 80-90 qui s'est maintenant imposé, non pas comme un concept, et c'est pour ça qu'on a des difficultés à définir. Et il est vrai que c'est par ailleurs dans cette période qu'émerge la sociologie des mouvements sociaux, qui naît aux États-Unis, donc dans un tout autre rapport aux politiques, et que lorsque nous parlons aujourd'hui, on en parlait avec nos collègues sociologues autrefois, parler de mouvement social, c'est tellement protéiforme aujourd'hui qu'on a intérêt, quand on commence à discuter de définir ce dont nous voulons parler, parce que sinon il y a un risque d'incompréhension totale. Parlons-nous du concept de la sociologie politique, parlons-nous de cet usage, c'est un mot valise aujourd'hui, le mouvement social. Et donc si on n'y prend pas garde, on peut discourir longtemps sans se mettre d'accord, puisqu'on ne sait plus du tout de quelle sorte de choses nous parlons. L'ouvrage est un ouvrage collectif, hein, il y a près de 75 contributions, mais en même temps, au-delà des 75 contributions, et quand je dis au-delà, dans une articulation avec la plupart des contributions, il y a ce séminaire qu'on a tenu pendant plusieurs années, je ne sais plus combien, enfin un nombre non négligeable d'années, sur les problèmes de politisation, dépolitisation des milieux populaires, sur les problèmes d'histoire sociale et économique du politique et histoire politique de l'économie. Donc c'est bien le rapport au politique et à l'État qui structure, et en tout cas dans nos introductions qui sont notre relecture d'une certaine manière des contributions rassemblées dans chacune des parties, c'est vraiment sur cette question-là que nous mettons l'accent. Je voulais examiner l'impact, l'influence de la formation de l'État et de l'évolution du capitalisme sur la contestation populaire. Il y a beaucoup d'autres raisons, mais moi, à mon avis, évidemment, la France n'était pas un pays capitaliste en général au XVIIe, mais on voit quand même la formation d'une économie capitaliste, on voit des jalons, on voit des capitalistes. Il faut quand même voir cette interdépendance entre
par exemple, la libération des capitaux, la libération des terrains, la formation des marchés, de la main-d'œuvre, par exemple, d'un côté, et cette construction de l'État. C'est ça en partie l'histoire. Qu'est-ce qui rassemble toutes ces révoltes, toutes ces contestations? Oui, ça c'est l'extension du pouvoir de l'État. C'est évident, parce qu'on voit après la Fronde cette volonté des grands hommes d'État, comme Colbert, surtout Colbert, d'étendre cette emprise de l'État à la frontière. Et à ce moment-là, il commence le travail de dissolution, justement, des privilèges historiques. Et c'est ce moment-là qu'a suscité une seconde résistance, une résistance sans les grands manias régionaux, par exemple. Avec la Fronde, cette collaboration entre les grands nobles et le peuple est à peu près terminée.